Les coutumes kabyles, suite. Chapitre 5. De la Tajmaïs ou Jema'a. La Tajmaïs ou Jema'a est, comme nous l'avons dit, l'assemblée générale des citoyens. Tout homme qui a atteint l'âge de majorité en fait partie, et son entrée dans la vie publique est constatée par le paiement d'un droit au profit du village. La Jema'a se réunit une fois par semaine, ordinairement le lendemain du jour où se tient le marché de la tribu. Si dans l'intervalle des séances régulières il y a lieu de provoquer une réunion extraordinaire, l'amine en fait donner avis la veille par le crieur public. Tous les citoyens sont tenus d'assister aux réunions de la Jema'a. Celui qui s'abstient sans motif valable ou sans une permission de l'amine est mis à l'amende. Les séances ont lieu en plein air, sur un terrain communal consacré à cet usage. Tout le monde est assis à terre et les orateurs parlent de leur place sans se lever. Pendant les chaleurs ou lorsqu'il pleut, on se réunit dans la mosquée ou dans un bâtiment public appelé aussi Jema'a et garni de bancs de pierre sur lesquels les assistants prennent place. Lorsque l'assemblée est réunie, chaque tamen fait l'appel de sa kharouba, constate les absences et en rend compte à l'amine. Celui-ci prend la présidence et après la récitation de la Fatiha, c'est-à-dire la première sourate du Coran, il déclare la séance ouverte. Alors, il expose les motifs de la réunion et invite les citoyens à émettre leurs avis. L'usage autorise quelques hommes influents ou respectés, les chefs de famille, les témanes, les vieillards, à prendre la parole sans la demander au président. Mais un jeune homme sans expérience, un fellah sans fortune et sans habitude des affaires, n'oserait le faire. Il serait vivement rappelé à l'ordre par le président ou par l'assemblée elle-même. Quand un orateur est véhément ou se sert d'expressions de nature à blesser les assistants et à troubler l'ordre, le président l'engage à la modération et au respect de l'assemblée. S'il persiste, il lui retire la parole et, suivant les cas, il le punit d'amende. Les séances de la Jema'a sont généralement très longues. L'habitude de la vie parlementaire a donné naissance chez les Kabyles à une sorte d'éloquence verbeuse qui saisit toutes les occasions de se produire. Les moindres affaires donnent prétexte à des discours sans fin que l'Assemblée écoute avec patience. Quelques hommes acquièrent néanmoins dans ces débats journaliers un talent oratoire remarquable, en ce qu'il est bien approprié à l'auditoire. Leur parole, toujours simple, sans emphase, sans éclat de voix, sait captiver l'attention et au besoin remuer les passions de la foule. On pourrait croire que des assemblées ainsi composées d'hommes de tout âge doivent être bruyantes, tumultueuses et désordonnées. Il n'en est rien. L'amine et les témanes font une police sévère et en temps ordinaire tout se passe avec un calme et une décence qui feraient honneur à un peuple civilisé. C'est seulement quand les esprits sont d'avance surexcités que les discussions deviennent orageuses. Mais alors, les hommes influents s'entendent pour les ajourner et même pour les éviter tout à fait. Lorsque les affaires portées à l'ordre du jour sont épuisées, on récite de nouveau la Fatiha et le président lève la séance. Aucun des assistants ne peut, sous peine d'amende, quitter l'assemblée avant ce signal. Les décisions de la Jema'a ne sont pas rendues à la majorité des voix. Cette manière prompte et facile de terminer les discussions n'a jamais été en usage chez les Kabyles. Dans les affaires importantes, l'unanimité est nécessaire. L'opinion de la minorité, quelque faible qu'elle soit, est toujours prise en sérieuse considération et l'on n'oserait passer outre. On sait que derrière cette minorité est un sof avec lequel il faudrait compter tôt ou tard. S'il n'est pas possible de se mettre d'accord, la discussion est ajournée, reprise à de longs intervalles et souvent même abandonnée.
Dans les cas où une prompte solution est nécessaire, on convoque quelquefois les notables de la tribu. Ils forment, assistés d'un ou deux marabouts renommés pour leur sagesse, une espèce de tribunal ou de conseil devant lequel les deux opinions font valoir leurs raisons et qui prononcent sans appel. Parfois, on fait juge du différend la Djemara d'un autre village. Souvent encore, on convient de s'en remettre à la décision d'un seul homme, investi de la confiance générale. C'est tantôt l'amine, tantôt un marabout, un chef de sof, un vieillard, soit du village, soit étranger. Le règlement de toutes les affaires en Kabylie est une suite de transactions et d'arbitrages. Un membre de la Djemara, quel qu'il soit, peut se mêler à la discussion et donner son avis. S'il le fait en termes convenables, il sera toujours écouté. Mais il s'en faut que tous indistinctement usent de cette liberté. Bien que l'égalité des droits soit la base fondamentale de leur société, les Kabyles accordent dans la direction de leurs affaires une influence prépondérante à l'âge, à la fortune, à la naissance, même à la profession. Un vieillard à barbe grise ne saurait admettre que sa voix n'ait pas plus d'autorité dans les conseils du village que celle du jeune homme dont la raison n'a pas encore été mûrie par l'expérience de la vie. Le descendant d'une famille qui vit depuis longtemps dans l'aisance ou qui a donné des chefs au pays n'accepte pas davantage l'égalité d'influence avec le prolétaire tenu à l'écart des affaires par les exigences d'un travail journalier et encore moins avec l'homme exerçant une des professions réputées viles. Dans cette société où l'instruction est nulle, où l'éducation est la même pour tous, et où la richesse n'est souvent qu'un dénuement un peu moins complet que celui du pauvre, l'orgueil de l'homme a trouvé moyen de créer des classes en flétrissant certaines professions, telles que celles de boucher, mesureur de grains, fabricant de chaussures, danseur et tebabla, chanteur avec accompagnement de tambourin. Le métier de boucher étant exercé exclusivement par des nègres affranchis ou fils d'esclaves, on comprend jusqu'à un certain point la réprobation qui le frappe. Mais on n'a pu nous donner aucun motif raisonnable pour justifier la défaveur dont les mesureurs de grains et les cordonniers sont l'objet, et qui paraît d'autant plus singulière qu'elle ne s'étend ni aux mesureurs d'huile, ni aux tanneurs, ni aux sabotiers. Les préventions contre les chanteurs appelés tebabla et les musiciens qui les accompagnent, avec le hautbois et le tambourin, s'expliquent par la nature de leurs chansons ordinairement licencieuses et quelquefois obscènes. On les aime pour le plaisir qu'ils procurent. Il n'y a sans eux ni fête ni réunion joyeuse, mais on affecte de mépriser leur profession comme réprouvée par la morale. D'autres chanteurs, connus sous les noms de Hameda ou Fessiab, jouissent au contraire d'une grande considération. Poètes et musiciens tous ensemble, ils chantent, comme les hardes celtiques, les louanges de Dieu, la gloire des guerriers, les combats de la tribu. Classés parmi les hommes graves, ils sont respectés de tous et beaucoup de villages leur payent une redevance annuelle. Ils ne font usage pour s'accompagner que de la flûte en roseau et du tambour de basque. Ces préjugés acceptés de tous ont pour conséquence de réduire singulièrement le nombre des personnes qui prennent une part effective à la conduite des affaires, et la véritable Djema'a, celle qui en réalité gouverne le village, ne se compose guère que des hommes jouissant d'une influence héréditaire, des chefs de Sof, de Lamine, des Thémanes et de quelques Akal. De Aqal, esprit, raison. Lorsqu'un Kabyle parle de la Djema'a de son village, c'est le plus souvent à cette assemblée qu'il fait allusion. Les Aqal, gens sensés comme le nom l'indique, sont des hommes réputés sages et de bons conseils, des vieillards, des chefs de famille. Leur nombre n'est pas limité et aucune condition n'est imposée pour en faire partie. L'opinion publique seule confère le titre de Aqal, singulier,
de Aqal. Toutes les affaires, avant d'être soumises à la discussion publique, sont examinées par cette Jema'a restreinte qui en règle définitivement un certain nombre. Lorsque d'un commun accord elle a statué sur une question, l'approbation de sa décision par l'Assemblée générale n'est plus qu'une simple formalité. L'homme qui voudrait sortir de la foule où il est confondu pour faire de l'opposition risquerait beaucoup de se voir accueilli par les rires moqueurs et par les huées de l'assistance. Les pouvoirs de la Jema'a s'étendent à tout ce qui intéresse le village. Elle fait des règlements nouveaux quand elle le juge convenable, abroge ou modifie les anciens, décide la paix ou la guerre, vote les impôts, en fixe la quotité, le mode de répartition et l'emploi, administre directement ou par délégation les biens de la commune. Rien n'échappe à son examen ni à son contrôle. L'énumération de ses attributions exigerait la liste complète de toutes les questions politiques ou administratives qui peuvent surgir dans une réunion d'hommes vivant en société. Elle a aussi l'exercice du pouvoir judiciaire. Tribunal criminel, correctionnel et de simple police, elle connaît des crimes, délits et contraventions, prononce la peine de mort et punit d'amende les moindres infractions au règlement de voirie municipale. Appelée à s'occuper comme juge des affaires civiles, elle statue elle-même ou délègue ses pouvoirs à des juges arbitres. Dans tous les cas, elle se réserve l'exécution et joue un rôle prépondérant que nous ferons connaître en traitant de la procédure civile. Il n'est pas conservé trace des délibérations de la Jema'a, aucun procès verbal n'est dressé, l'usage des registres est inconnu. Dans des cas très rares seulement, et lorsque les décisions offrent un intérêt majeur, elles sont constatées par écrit sur des feuilles volantes. Ces sortes d'actes, rédigés très laconiquement, se bornent à mentionner l'objet de la décision et les noms des principaux personnages qui ont assisté à la séance. C'est le marabout ou imam du village qui, dans ces occasions, remplit les fonctions de secrétaire.